Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Laurent Picciotto, justement pour un nouvel épisode des Chroniques Horlogères. Justement, on va partir à la rencontre d'une marque. Tu vas nous donner ton avis, ton ressenti. On va aussi découvrir l'histoire de la marque. Comment vas-tu? Très bien, c'est le début de l'année. Ouais. On vient de vacances, on est plein d'énergie. Et donc aujourd'hui, forcément, on va parler de la marque Hublot, surtout que tu as été la toute première boutique en France et même au monde. Je crois, donc ma toute première question c'est comment as-tu découvert la marque Hublot et est-ce que tu as connu du coup son fondateur Carlo Crocco? Alors, en fait, pour resituer donc le contexte de la maison Hublot, Hublot c'est une marque des années 80, fondée effectivement par Carlo Crocco. Mais ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que son postulat de départ sur le concept peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque, en 1980, il y a un paquet de personnes dans le métier qui lui ont presque lancé des cailloux sur la figure. Ouais. Parce qu'en fait, son idée de départ, c'est de dire, voilà, je fais une montre de sport de luxe et je mets un bracelet caoutchouc. Dans les années 80, et c'est amusant de regarder d'ailleurs les catalogues de l'époque, des bracelets en caoutchouc sur des montres de luxe, il n'y en a quasiment pas. Ouais. Il n'y en a même pas. Et lui, il arrive avec des montres en acier ou en or, avec un bracelet caoutchouc, parfumé à la vanille. Et beaucoup de gens, si tu veux, à la foire de Bâle, disent on peut pas mettre des morceaux de pneus sur des montres de luxe, mais qu'est-ce que c'est? C'est un scandale, c'est complètement vulgaire, c'est naze. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les maisons, voire les plus traditionnelles, les plus anciennes, les plus rigoureuses, ils font du caoutchouc. Sont les mêmes qui hurlaient sur Carlo Crocco. Aujourd'hui, ils font tous du caoutchouc. Et d'une certaine façon, je pense qu'ils seront, pour des raisons de tendance écologique, il est quand même assez probable qu'à la fin, tout ce qui est bracelet, que ce soit en alligator, que ce soit en veau, etc., laisse la place à des bracelets synthétiques. Oui. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Toujours est-il que la marque Hublot, donc elle part sur ce postulat avec des 3 aiguilles, des 3 aiguilles dates, des chronographes, différentes choses. Et voilà, puis c'est la montre des années 80. En tout cas, c'est une marque qui fonctionne plutôt cool dans les années 80 et qui fait des montres d'hommes, des montres de femmes, différents diamètres, etc. Donc avec aussi cette lunette vissée, d'où le nom Hublot. Mais tout ça tourne quand même sur l'esthétique assez contemporaine pour l'époque, d'avoir une pièce assez design. Son caoutchouc en bracelet lisse lui donne encore un peu plus un côté moderne à l'époque. Et je dirais qu'il y a une mode qui dure une dizaine d'années, grosso modo. Ok. Le sentiment que j'ai après, parce que Carlo, je l'ai rencontré un peu plus tard, simplement 1 ou 2 fois, c'est que, d'une certaine façon, puisque Carlo Crocco, il fait d'autres choses aussi, et grosso modo, au bout de 10 ans, il s'en occupe plus trop, quoi. Plus beaucoup. Ça fonctionne. On est un peu retombé par rapport au succès qu'il y a pu avoir les 10 premières années. Et grosso modo, ça ronronne gentiment, mais il n'y a plus de volonté forcément de développer, ou en tout cas de réfléchir à une envolée particulière sur cette entreprise. Okay. À l'époque, évidemment, Jean-Claude Biver est dans d'autres univers, puisque lui, donc, il a démarré son histoire sur Blancpain. En tout cas, la création d'une marque disparue depuis bien longtemps, puisqu'on parle de 1735, etc. Enfin bon, donc il invente le marketing horloger, il remet au goût du jour les 6 pièces maîtresses de la complication. Enfin, il fait tout bien comme il nous a toujours montré. Et ensuite, il vend Blancpain, il rentre au Swatch Group, il s'occupe d'Omega avec grand succès. Bon, je fais vite, on lui doit James Bond, entre autres.
Et puis, il passe ensuite au board du Swatch Group. Donc, il commence à s'occuper aussi d'autres marques du groupe. Et puis, à un moment, bon, il a envie d'autre chose. Donc, il prend une année sabbatique. Ok. Et on est dans les années, on va dire, 2006, quelque chose comme ça. 2005, 2006. Et il fait le tour un peu de toutes les maisons. Donc on le voit débarquer aussi bien chez des indépendants que chez des marques institutionnelles de taille moyenne ou de taille très importante. Et puis à un moment, il arrive chez Hublot et là, il a un clic, là, il a une vision. Et il dit, en fait, là, on n'a pas fini le boulot. D'accord. Enfin, il dit, moi, je peux continuer le boulot. Et donc, il rentre dans sa théorie par rapport à Hublot. Il dit, bah, finalement, l'existence, le concept de la marque, ça a été donc de faire la fusion des matières entre le caoutchouc et le métal précieux. Et on peut aller beaucoup plus loin. Donc, il va voir Carlo Crocco. Ils ont des discussions que je connais un peu, mais grosso modo, bon, il y a volonté de racheter la marque, Carlo ne veut pas vendre. En plus, Jean-Claude Buer qui s'intéresse à quelque chose, on peut se dire qu'il a quand même suffisamment d'expérience pour amener effectivement l'affaire un peu plus loin. Et donc, il négocie 20% de la société et la direction opérationnelle. Ok. Et il débarre en 2005. Et son concept de fusion, c'est de dire on va aller plus loin, c'est-à-dire que on va toucher à toutes les matières. Donc on va faire de la céramique, à une époque où il n'y a pas, enfin il y a déjà, mais il n'y a pas non plus pléthore de gens dans le métier qui jouent avec ça. Et on va faire de la céramique, et on va faire du carbone, et on va faire du tungstène, et on va créer un or inrayable avec le Magic Gold, et j'en passe, et des meilleurs. Et en termes de design, on va rester sur une construction à la Hublot, mais qu'on va faire évoluer. Donc les montres Hublot, évidemment, des années 80 se transforment en Big Bang, parce que le Big Bang, c'est aussi participatif à la fusion des matières, et ça part. Et ça part avec une fabrication toute petite. Comme il dit toujours, ils ont démarré à la Croix-Rouge, c'est-à-dire dans un local ex-Croix-Rouge à finir d'assembler les montres sur une table, avec tous les horlogers autour. J'ai vu ça à l'époque. Ah ouais. Et donc, 2005, boum. Et moi, à l'époque, je suis donc en fin de boutique Audemars Piguet, où on redevient concessionnaire, etc., traditionnel. Et j'envoie un message à Jean-Claude où je lui dis et si, d'une façon ou d'une autre, on faisait une boutique Hublot. Et à l'époque, la demande, elle est tellement forte, et ils produisent tellement peu de montres qu'il me dit, écoute, c'est pas du tout mon idée pour l'instant, parce que j'ai déjà du mal à faire ce qu'on doit faire, et j'ai un peu peur que si on fait une boutique, elle soit vide. Et on ne pourra pas mettre de produits. On parle de ça, on est en 2007. Ah ouais. C'est drôle, on dirait que c'est cette semaine. Hein. Ouais. Ces histoires de pénurie de pièces. Et bon, on discute finalement, et un matin de septembre, il vient, on discute la matinée ici, et là, il y a le Jean-Claude visionnaire. Il prend une feuille de papier que j'ai quelque part, et il me dit, voilà, ce qu'on va faire de Hublot pour les 10 ans à venir. Et il se met à dessiner. Donc on va partir de tel calibre. Ensuite, on va faire notre calibre maison. Ensuite, on va faire des tourbillons. On va s'associer avec une marque automobile. À l'époque, il pense à Bentley et il ne sait pas encore que ce sera Ferrari. On va faire ensuite des diamètres de ce type pour les femmes. Et il me fait en 3 pages le futur des 10 ans qu'il a dans la tête, parce que c'est un joueur d'échecs, hein, Jean-Claude. Ouais. Voilà où on va aller. Et quand je suis retombé sur ce papier, je sais plus trop quand, tu te rends compte que tout ce qu'il a écrit ce jour-là, non seulement il l'a fait, mais il lui a fallu bien moins de 10 ans pour le faire. Voilà. À tel point d'ailleurs que
quand il prend les rênes de Hublot en 2005-2006, la société, elle fait 25 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Ouais. Dès 2007-2008, il a dépassé les 100 millions. Il a dépassé les 200 millions, etc., etc. Donc, ça a été, si tu veux, un boom. Évidemment, Jean-Claude, il n'y a pas besoin d'aller voir les détaillants. Les détaillants me sont venus à lui. 2006, sur le stand de la foire de Bâle, je peux te dire que sur le stand du Hublot, il y a tous les copains. Hey, j'ai rendez-vous, machin. Bon. Et voilà comment ça part. Et donc, on fait cette boutique Hublot. Bon, à l'époque, c'est la seule au monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 130. Ouais, alors ensuite, donc, il y a eu plein de choses. Je veux dire que ce soit les pièces Ferrari particulières avec les 11 barillet, que ce soit... Enfin, et puis bon, ensuite, il est monté au board, comme chez Swatch Group, en fait, du pôle horloger. Et puis, il est parti. Au sein de chez LVMH. Oui, bien sûr. Et puis, Ricardo Guadalupe donc, a pris la suite des opérations. Donc, il est passé de directeur général à CEO de la marque. Ouais. Et il continue le travail fantastiquement, comme la marque a été bien... Alors, il était là déjà au départ. C'est-à-dire lui était d'ailleurs beaucoup plus axé sur la production, parce que c'est un de ses vrais savoir-faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, Hublot continue sa route en faisant... donc toutes les... Parce que finalement, c'est une sorte de mécano, Hublot. Ouais. C'est-à-dire maintenant, on peut... Enfin, je veux dire, en exploitant les différents métaux, de par les constructions de boîtes, etc. Alors même si la Square vient de sortir, je veux dire, mais grosso modo, on peut faire des tonnes de combinaisons. Et puis parfois, je veux dire, on va faire 5, 6, 8, 10 Hublots qui... vont pas te plaire. Puis la 11e, elle va avoir une combinaison, tu vas dire, ah, là c'est sympa. Ça, je prends. C'est cool. Donc voilà, donc c'est une aventure assez amusante. Mais encore une fois, finalement, mais c'est toujours les hommes qui font et qui défont les marques. Ça, c'est immuable, mais c'est pas vrai que dans notre métier. On l'a vu partout. On l'a vu chez Apple, on l'a vu chez plein de gens, on l'a vu partout. Et l'énergie, la créativité et encore une fois surtout la vision, c'est-à-dire d'être capable de te dire voilà, ok, bon bah cette marque qui prenait entre guillemets gentiment la poussière dans un coin, voilà ce que j'imagine pour les 10 ans à venir et de le faire et que ça fonctionne exactement comme tu le pensais, c'est fou, c'est assez cool. Ouais, ça c'est cool. Mais ça c'est Jean-Claude. Ouais. c'est quand même l'homme fusée, quoi. Ça, c'est vrai. Et du coup, tu as été la première boutique au monde. Est-ce que quand tu as ouvert, tu as vu un attrait énorme pour Hublot ? Ouais. Tu en as vendu beaucoup ? Beaucoup. Okay. Je crois que la première année, on a dû faire 350 pièces. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Alors, on aurait peut-être pu faire plus d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il y avait difficulté de... Et puis, bon, il faut le rappeler aussi, ce qui est encore vrai aujourd'hui, Hublot a communiqué de façon absolument magistrale et dans énormément d'univers. Je parle même pas du football, mais d'ailleurs pareil, à l'époque où Jean-Claude dit on va aller dans le foot, t'as toute la profession qui fait mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout notre cible, c'est pas du tout machin. Ok. On va voir. Alors c'est vrai que certaines... Moi je voyais encore un couple l'autre jour un peu âgé l'année dernière quand on avait encore la boutique Hublot et qui regardait et le mari expliquait à sa femme, il disait tu vois ça Hublot c'est la marque du football. C'est vrai. Donc c'est amusant. Mais il y a eu tout, je veux dire la boxe, il y a eu toute la séquence Ferrari, etc. Enfin non, il y a eu donc des investissements en termes de communication qui ont été très importants dès le début et qui ont évidemment contribué au succès de la maison. Maintenant, Jean-Claude, il a aussi une approche qui est très singulière par rapport à d'autres. C'est-à-dire au-delà du côté coaching, c'est-à-dire de l'énergie qu'il est capable de transmettre
d'avoir des discussions qui sont très 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 claires sur où est-ce qu'on va aller, etc. Il dit quelque chose qui est assez différent de la plupart d'autres maisons. Il y a beaucoup de maisons qui disent si vous ne vendez pas nos montres, c'est que vous êtes mauvais. Alors que... Lui, il dit si vous ne vendez pas nos montres, c'est notre faute. Ouais. c'est intéressant. Ouais, donc c'est totalement différent. Ouais. Du coup, tu proposes toujours Hublot, même. Bien entendu. Ouais. Mais comment tu vois l'avenir de la marque? Écoute, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que alors bon, on est bien d'accord qu'une marque, elle doit... Il y a une première étape, c'est qu'elle doit faire un certain succès pour exister. Oui. Bon. Mais après, il faut qu'elle dure. Bon. Ça, c'est le plus dur. Et c'est pas forcément toujours simple, Ah ouais. c'est certain. Donc j'ai envie de dire que les codes maison, ils sont là, les fondamentaux, ils sont là. Je suis pas dans le secret du futur des développements, parce qu'il y en a forcément. Bon, on a vu la Square il y a peu de temps. Après, pour le reste, on est toujours sur des déclinaisons très importantes, que ce soit sur le côté joaillerie, que ce soit des nouvelles couleurs, bon, sur les pièces saphir, etc., etc. Mais on peut s'attendre un jour ou l'autre à une nouvelle révolution qui doit être très certainement dans les tuyaux. Mais bon, je pense que la marque, elle est bien installée. Bon, on a assez peu de doutes sur sa solidité dans la mesure où elle appartient à LVMH. Oui. Mais bon, ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait, je veux dire, alimenter des choses en termes de novation. Mais je suis assez confiant sur ça. Les capacités de Ricardo à aller dans ce sens. Merci Laurent. Je t'en prie. C'était très cool. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la marque Hublot dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Salut. À bientôt.